Qu'est-il arrivé à l'Abraham Lincoln? Il semble qu'il va repartir et qu'ils vont remplacer le porte-avions par le George Washington. Et comment voyez-vous cela? C'est un aspect de la question. L'autre point, c'est que Scott Bessent parle de poursuivre la guerre, d'exercer une pression économique sur l'Iran. Cela signifie qu'ils vont rester sur place. Ils vont maintenir le blocus. Et nous ne savons pas s'ils vont attaquer parce que le cercle rapproché de Donald Trump pense pouvoir faire pression sur l'Iran militairement, avec de nouvelles attaques, avec une nouvelle vague d'attaques contre l'Iran. C'est ce qu'a évoqué hier la chaîne israélienne Channel 12. Le commandant du CENTCOM, Brad Cooper, a dit aux Israéliens qu'il transmet à Donald Trump des informations ou qu'il lui fournit une nouvelle liste de cibles à l'intérieur de l'Iran qui contraindrait les Iraniens à négocier. Que se passe-t-il? Oui, j'en suis sûr. Absolument. À 100%. Oui, c'est le plan. Oui, je pense que c'est le plan C, non? Le plan A, c'était le changement de régime. Le plan B, c'était de provoquer une forme de guerre civile, de trouble ou d'instabilité, de transformer l'Iran en Syrie. Et le plan C, c'est ça. C'est un peu comparable au blocus et aux attaques contre l'Irak de 1991 à 2003. Si les gens s'en souviennent, pendant ces 12 années, il y a eu un blocus et un siège de l'Irak extrêmement strict et brutaux. Il y avait des zones d'exclusion aérienne au nord comme au sud de l'Irak. Les États-Unis bombardaient l'Irak tous les 3 ou 4 jours pendant toute l'administration Clinton. Et qu'est-ce que cela a produit? Une misère absolue pour les Irakiens et un gouvernement irakien qui prospérait grâce au marché noir, à la contrebande et à tout le reste. Donc vous savez, je pense que cette idée selon laquelle, d'une manière ou d'une autre, ce sera différent, ou que cette fois-ci, ça marchera avec l'Iran, alors que les conditions sont totalement différentes de celles de l'Irak, et pas à l'avantage des États-Unis. L'Iran est un pays bien plus grand, tant par sa superficie que par sa population. Son économie est aussi beaucoup plus diversifiée que celle de l'Irak. Et puis, depuis 47 ans, il s'est endurci face à ce qui est au fond une guerre contre l'Occident, que ce soit par le siège et le blocus ou par la guerre ouverte. Et puis vous avez aussi une direction différente en Iran de celle qu'il y avait en Irak. En Irak, vous aviez cette famille quasi royale, les Hussein. En Iran, vous n'avez pas ça. Enfin oui, un Khatami a remplacé l'autre Khatami. Mais de façon générale, il existe en Iran un pouvoir fondé sur des convictions théologiques et idéologiques, soutenu par un nationalisme historique. Et là encore, je veux dire, on peut tout à fait, je ne veux pas trop entrer dans le cas de l'Irak, mais oui, je pense que c'est leur plan, et que c'est pour ça qu'ils pensent que ça peut marcher. Ah, et j'ai oublié l'élément essentiel. Bien sûr, l'Iran peut riposter. L'Iran peut riposter. Il a riposté et il a très bien riposté. Il a vaincu les Américains, les Israéliens et les Arabes. C'est donc une situation complètement différente de celle de l'Irak. Mais je pense que c'est tout ce qu'ils ont. C'est le mieux qu'ils puissent faire. Et c'est ça le problème avec l'Empire américain. Il a été superficiel. C'est un tigre de papier, quelle que soit la manière dont on veut le décrire, parce qu'il n'est même pas capable de trouver des idées. Donc, c'est pas seulement l'idée que l'Empire américain est superficiel, au sens où ses forces aériennes et ses marines ne peuvent pas mener de campagne pendant plus de quelques mois sans que tous les navires et les avions tombent en panne, puis sans se retrouver à court de munitions. C'est aussi que les munitions n'ont pas vraiment l'effet qu'on s'attend à leur voir produire, n'est-ce pas? Ces armes qui étaient censées permettre d'obtenir ou d'établir la supériorité aérienne sur l'Iran, afin que l'US Air Force et l'armée de l'air israélienne puissent simplement survoler librement l'Iran et faire exploser tout ce qu'elles voulaient. Ça n'est jamais arrivé. Donc, je veux dire, vous avez encore une fois toutes ces apparences, toutes les fausses promesses
de la puissance militaire américaine qui sont mises à nu. Mais, plus important encore, vous avez cette mise à nu de la très mauvaise direction américaine, n'est-ce pas? La pauvreté du leadership américain. Cette idée qu'ils sont incapables de proposer autre chose, c'est le mieux qu'ils puissent faire. Le plan A a échoué, le plan B c'est « Ah, d'accord, eh bien, essayons de faire ce qu'on a fait avec l'Irak dans les années 90. Peut-être que ça marchera mieux cette fois. » Je veux dire, c'est essentiellement ce que nous avons sous les yeux. Oui. Pensez-vous que Donald Trump va rester sur cette ligne? Et peut-être que les attaques vont... Vous savez, vous avez dit que la première option était de renverser le régime, le gouvernement iranien. Donc nous en sommes à... Je ne sais pas quelle option nous envisageons en ce moment. Est-ce qu'il s'agira de rester dans le conflit, de poursuivre le blocus et la pression économique, ou peut-être de mener aussi un certain type d'attaque sur le sol iranien? Quelle est votre compréhension de la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement? Eh bien, vous savez, premièrement, on peut comparer ça à l'administration Clinton, au régime Clinton. Si on veut appeler les Iraniens un régime, alors autant appeler les Américains un régime aussi, surtout celui-là. Bon sang. Mais, disons, la rationalité au sein de l'administration Clinton et les objectifs limités qu'elle avait, ils cherchaient toujours à semer le trouble en Irak, à obtenir un changement de régime, à provoquer des coups d'État. Certaines tentatives ont eu lieu. Elles ont toutes été réprimées. Mais les limites et les attentes de l'administration Clinton à l'égard de l'Irak étaient, je pense, particulièrement évidentes avec le recul. Et ils cherchaient vraiment simplement à contenir Saddam Hussein, en espérant que tout se passe au mieux, que quelqu'un renverse, vous savez, son régime. Ici, on ne peut pas dire ça, parce qu'ils s'attendent à ce que ça finisse quand même par marcher. Soit c'est ça, soit ils n'en ont vraiment aucune idée. Et j'imagine que c'est un peu moitié-moitié, non? Peut-être qu'ils pensent vraiment que ça va marcher, mais peut-être aussi qu'ils n'en ont tout simplement aucune idée. On est confronté à une telle incertitude, avec une administration aussi irrationnelle, aussi folle. Donc je pense que pour répondre à votre question sur les options dont ils disposent, Nima, ce qu'on va avoir, ce sera simplement la poursuite de ce qu'on a vu ces derniers mois. Tantôt oui, tantôt non. Parfois, ce sera une action militaire pendant 2 semaines. D'autres fois, ce sera une action militaire pendant 1 jour ou 2. Ensuite, les négociations seront interrompues, puis elles reprendront. Et je pense que l'essentiel de tout cela tient au fait que Donald Trump veut garder le contrôle. Alors, est-ce qu'il exerce activement ce contrôle? Est-ce qu'il impose l'initiative, le rythme, la direction que prend cette affaire? Ou bien est-ce qu'il ne fait que réagir? Là encore, on peut en débattre. Mais je pense que dans son esprit, il a la main sur les commandes et il tourne le bouton. Guerre, marche, guerre, arrêt. Négociation, marche, négociation, arrêt. Dans son esprit, il veut que tout cela soit entièrement quelque chose dont il fixe lui-même les règles, le récit, les gros titres, et ainsi de suite. Et je pense que c'est à cela qu'on a affaire. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Je pense que cela veut dire qu'on va voir se répéter, tout au long de son administration, ce qu'on a vu ces derniers mois. Et les Iraniens viennent de dire l'autre jour, peut-être était-ce hier, qu'ils sont prêts à poursuivre ce combat bien au-delà de la prochaine administration. Donc je ne pense pas qu'on puisse écarter cette possibilité. Je pense même que c'est probable. Je pense que la question de savoir si cela se poursuivra jusque dans les années 2030 dépendra beaucoup de qui prendra la Maison-Blanche en janvier 2029. Matt, comment décririez-vous la situation sous Pete Hegseth et son administration, essentiellement dans l'armée de terre et dans la marine? Et nous avons déjà eu le Gerald Ford.
Vous savez, les forces à bord du Gerald Ford n'étaient pas contentes de la situation, de revenir à ce genre de problème. Vous vous souvenez de tous ces problèmes? Oui, oui, bien sûr, oui. Et puis, l'Abraham Lincoln est là en ce moment, et ils envoient un autre porte-avions. Cela veut dire qu'ils vont rester là-bas presque 5, 6, 8 mois. Et comment voyez-vous les forces armées? Pensez-vous qu'on en arrive au point évoqué par l'ambassadeur Chas Freeman, qui m'a demandé de poser cette question à nos invités ici, qui ont une expérience militaire? Quelle serait la situation? Allons-nous voir une forme de mutinerie au sein des forces? Vont-elles s'opposer à ces politiques? Quelle serait leur réaction? Quelles seraient leurs limites pour s'opposer à ces politiques? Vous ne verrez pas de mutinerie. Je veux dire, les tensions que vous voyez apparaître sur le Lincoln, si elles existent sur le Lincoln, elles existent, excusez-moi, sur tous les autres navires qui sont là-bas. Donc ça se produit sur le porte-avions, ça se produit sur les destroyers, ça se produit sur les frégates, ça se produit sur les navires d'assaut, sur les navires logistiques, et ainsi de suite. Vous savez, rester en mer aussi longtemps, c'est trop long. C'est pour ça que la marine ne le fait pas. Si rester en mer 250 jours sans escale pendant 200 jours, ou peu importe ce que c'était, était quelque chose de courant, quelque chose qui n'allait pas épuiser l'équipage, quelque chose qui n'allait pas briser son moral, quelque chose qui n'aurait pas été compris tout au long de l'histoire de la marine américaine, alors il le ferait régulièrement. Mais vous ne le faites pas, parce que la pression est trop forte pour l'équipage. L'épuisement est trop important pour l'équipage. Les gens qui disent « Oh, ce sont des mauviettes », si quelqu'un dit ça, franchement, vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est aussi simple que ça. Il y a une raison pour laquelle ils font escale tous les 30 à 45 jours. L'épuisement des équipages, c'est une réalité. Être sur un navire en mer, c'est comme être en prison avec pour seule vue l'océan. C'est tout. La mer. Et si vous avez déjà été en mer comme moi, vous savez qu'il y a là-dedans quelque chose de très vrai. Le plus longtemps que je suis resté en mer d'une traite, c'était environ 2 semaines. C'est le plus long que j'ai passé sans faire escale. Et c'était très très long, laissez-moi vous le dire. Je veux dire, cette idée qu'ils mènent des opérations en continu, qu'ils n'ont eu aucun repos et qu'ils ne peuvent pas être relevés des effectifs. On peut parler de ce renouvellement des effectifs, parce que c'est un échec total de la part de la marine. Mais c'est le stress et l'épuisement de l'équipage qui conduisent à ce genre de choses, comme ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils ne font pas ça. C'est pour ça qu'ils font escale tous les 30 à 40 jours. C'est pour ça que si vous êtes sur un navire de la marine, vous avez droit à une distribution de bière. On vous donne de la bière à votre 45e jour en mer. Donc, ça montre à quel point c'est extrême de rester aussi longtemps en mer sans faire escale. La pratique standard dans la marine, c'est que si vous êtes en mer pendant 1 mois et demi sans toucher un port, le commandant ouvre la réserve de bière. Voilà. Et l'équipage reçoit de la bière parce que c'est aussi stressant que ça. Je veux dire, le problème, quand on parle de ce réapprovisionnement, c'est que leur nourriture est terrible, qu'ils n'arrivent pas à obtenir du savon, ni du déodorant, toutes ces autres choses. Ça ne devrait pas arriver. La mission de la marine, c'est de faire la guerre. Donc cette idée qu'ils ne puissent pas se réapprovisionner en mer quand ils sont en guerre, c'est tout simplement un échec de la marine dans sa mission principale. Et ça nous amène à la question des effectifs. Ce qu'on a, c'est une force trop sollicitée et sous-dotée, aussi bien en navires qu'en personnel. Cette idée d'étendre la marine à plus de 300 navires, encore une fois pour égaler les chiffres chinois, ça paraît très bien. Mais ça coûte une fortune. Il nous faudrait 100 ans pour construire ces navires. La moitié ne serait même pas construite. Et au fait,
Nous n'avons pas assez de marins pour les armer. On a à peine assez de marins pour armer les navires qu'on a actuellement, si tant est qu'on en ait assez pour les armer. Il faudrait demander à Larry Wilkerson, il connaît très bien ces chiffres. Mais, vous savez, cette idée qu'on a une flotte sursollicitée, sous-dotée et en sous-effectif est aggravée par le fait que ces navires ne fonctionnent pas. Ils tombent en panne tout le temps. Ils ne peuvent pas rester en mer pendant de longues périodes sans rencontrer de problèmes. Il y a 2 semaines, on a vu le commandant des forces américaines en Europe, qui est responsable de la Méditerranée et donc des défenses aéronavales d'Israël, déclarer « Je n'ai pas assez de destroyers. J'en ai 5 qui me sont affectés. Enfin, 3 sont immobilisés en chantier naval. » Je n'en ai que 2. Je veux dire, cette histoire de porte-avions. Pourquoi le Lincoln est-il encore en mer? Il a remplacé, comme vous l'avez dit, le Ford. Pourquoi le Ford est-il resté en mer aussi longtemps alors que nous avons 11 porte-avions? Toute l'idée, c'est que nous sommes censés pouvoir en déployer jusqu'à 7 à la fois, peut-être même 8. On ne peut pas. Sur 11, nous ne pouvons en avoir que 2 en opération au total. Et le George Washington, qui vient remplacer le Lincoln, il le retire de sa position, de son poste en Asie. C'est ça. Donc le George Washington, qui est l'un de nos porte-avions que nous maintenons en mer de Chine méridionale et en Asie de l'Est, enfin tout ça, à cause de la Chine et de la Corée du Nord, nous le retirons de cette zone pour l'envoyer en mer d'Arabie. Nous n'avons personne d'autre. Où sont les 8 autres porte-avions? Eh bien, ils sont tous immobilisés en cale sèche ou dans les chantiers navals, et ils ont pris du retard. Résultat, ceux qui peuvent être déployés accusent un énorme retard dans leur entraînement, n'est-ce pas? On ne peut donc pas les déployer avant qu'ils soient prêts, parce qu'il faut qu'ils soient capables de travailler avec les groupes aériens embarqués, et ainsi de suite, encore et encore. Donc je veux dire, cela montre, une fois de plus, cette superficialité, cette pénurie, non seulement des forces, mais aussi du commandement. C'est un problème qui dure depuis des décennies. On a eu ce problème avec l'armée de terre et le corps des marines tout au long des guerres en Irak et en Afghanistan, où des soldats et des marines repartaient en déploiement, encore et encore et encore. À cause des effectifs, à cause des problèmes de personnel. Vous voyez? Parce que nos forces opérationnelles n'avaient pas suffisamment de moyens pour honorer leurs engagements. Et vous aviez des généraux qui étaient promus, puis encore promus. Enfin, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a des amiraux et des généraux qui ont grandi, qui ont fait carrière, qui ont appris à gravir les échelons pendant ces guerres en Irak et en Afghanistan, en Syrie et en Irak contre l'État islamique. Notre armée de l'air, notre marine et notre corps des marines étaient en train de manquer de bombes pour combattre l'État islamique et ses pick-up. Voilà, c'était il y a 10 ans, et ils n'ont pas résolu ce problème. Et nous en sommes là aujourd'hui. Vous voyez? Enfin, là encore, il y a beaucoup à dire sur le complexe militaro-industriel, sur sa corruption, sur à quel point il est véreux. La réalité, c'est qu'ils fabriquent des armes qui ne sont pas destinées à assurer la défense des États-Unis, mais à garantir les profits des sous-traitants. Et qu'est-ce qu'on obtient alors? Des navires qui tombent constamment en panne, des avions qui ne peuvent plus voler, des munitions qui ne fonctionnent pas comme annoncé, et qui ne peuvent pas en produire suffisamment pour que les États-Unis puissent mener une guerre pendant plus de quelques mois. Mais il y a aussi cette hiérarchie, vous voyez, ces amiraux et ces généraux qui ont prospéré grâce à cette armée américaine corrompue, servile et faible, et qui sont maintenant au sommet. Voilà donc les résultats, quand nous sommes réellement en guerre. Une guerre de choix, une guerre d'agression, mais néanmoins, une guerre contre un autre État-nation. Et c'est ce qui se passe.
Matt, est-ce que vous pensez que la manière dont Donald Trump parle de la guerre relève de la rhétorique ou qu'il a quelque chose en tête? Parce qu'après tout, vous avez évoqué les difficultés auxquelles ces forces américaines sont confrontées. Comme vous l'avez dit, au bout de 30 ou 40 jours, ces hommes doivent aller quelque part. Sinon, ça va devenir trop difficile. Et ces hommes, ces forces à bord du porte-avions Abraham Lincoln, ils sont restés plus de 250 jours. C'est le bilan, j'imagine. J'ai vu l'une des vidéos de l'un de ces porte-avions. Ils dorment dans un espace comme ça. C'est tout simplement incroyable. C'est une cellule. C'est incroyable. C'est épuisant. Ça ne s'arrête jamais. Les porte-avions mènent des opérations. Je connaissais un type qui travaillait dans l'équipe de pont d'un porte-avions. Leur zone de couchage, là où ils dormaient, se trouvait sous le pont d'envol. Donc c'était constant, vous voyez. Selon le côté, selon l'extrémité du pont d'envol où vous étiez, c'était soit les avions qui décollaient, soit les avions qui atterrissaient, en gros juste au-dessus de vous. Vous imaginez ça? Cette répétition, jour après jour, vivre dans un espace aussi exigu. Et maintenant, il n'y a plus de savon ni de déodorant. Donc tout le monde sent mauvais. Enfin, on peut en rire. Mais la réalité, c'est que le stress, vivre en quelque sorte, dans des conditions qui ressemblent à la prison, à ce rythme-là. Et puis, vous savez, une grande partie de ce travail est dangereux, difficile, stressant. Travailler sur le pont d'un porte-avions, c'est un travail dur, vraiment très dur. Alors quand on pense à ces 5000 hommes et femmes à bord de ce navire, et à l'effondrement qui se produit à cause de cet épuisement, qu'il soit mental ou physique. Ça commence à se voir dans les problèmes de morale, mais aussi dans les problèmes de santé mentale, sous la forme, semble-t-il, d'un nombre important de tentatives de suicide. Voici ce que Donald Trump a déclaré, Matt, il y a quelques instants. Et après avoir fini de vaincre l'Iran, qui est en train d'être très sévèrement vaincu, je déclarerai bientôt le détroit d'Ormuz territoire des États-Unis. En substance, c'est ce qu'il est. Nous imposons le blocus. Aucun navire ne passe, sauf si nous le voulons. Je veux dire, c'est à ça qu'on va avoir affaire pendant les 2 ans et demi qui viennent. Cet homme, tout tourne autour de son héritage personnel, et cet héritage, c'est lui-même qui le définit dans sa tête. Je veux dire, quand on parle d'épisodes historiques où il y a eu des présidents fous, des rois fous, des empereurs fous, voilà à quoi ça ressemble. C'est ce qu'on est en train de vivre. Avez-vous le sentiment que quelque part au sein de l'establishment aux États-Unis, on se demande ce qu'on peut faire de Donald Trump? Parce que la réalité est totalement différente de ce dont il parle. Et je ne sais pas combien de temps il peut continuer comme ça, en essayant de remodeler sa perception du conflit, plutôt que de regarder les réalités du conflit. Vous savez, combien de temps cela peut-il durer? En substance, les États-Unis sont prêts à dépenser environ 8 000 milliards de dollars pour soutenir les guerres en Irak et en Afghanistan. Ils peuvent faire la même chose ici. Et encore une fois, tout dépend du rythme que vous voulez adopter et des limites que vous voulez fixer pour maintenir tout cela dans un cadre, n'est-ce pas? Quelles lignes rouges et quels seuils les Américains ont-ils établis qu'ils ne vont pas franchir? Ou qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire afin de ne pas provoquer, par exemple, une attaque iranienne contre Israël? Mais il y a aussi les limites très réelles des forces américaines. Les navires et les avions qui ne cessent de tomber en panne, les munitions qui s'épuisent, le personnel épuisé, l'incompétence du commandement militaire américain, etc.
Vous savez, alors quelles sont les limites? Mais en réalité, ça pourrait durer des années. Je veux dire, maintenir un blocus comme ils le font, oui, c'est tout à fait faisable. Avoir 20 navires là-bas, ça va être difficile. Ça va exercer une forte pression sur la marine américaine, alors qu'on pourrait penser que 20 navires ne devraient pas vraiment mettre la marine américaine sous forte pression. Mais comme on le voit, c'est le cas. Et vous savez, cela oblige les Américains à retirer des forces d'autres régions du monde. Comme on vient de le dire, vous n'allez pas avoir de porte-avions déployés en Asie de l'Est, n'est-ce pas? Parce qu'il faut le redéployer au Moyen-Orient. Alors peut-être qu'à un moment donné, ils commenceront à trouver leur rythme, à établir une cadence et qu'ils pourront faire tourner les forces. Et c'est la même chose pour l'Air Force, la Navy, les Marines et les escadrons de l'Air Force. Vous savez, ils peuvent mettre en place quelque chose qui, surtout s'il s'agit d'un engagement limité, leur permet d'atteindre un point où ils sont capables de maintenir ce qu'on a vu, disons au cours du dernier mois environ. Ils pourraient probablement le faire indéfiniment. Le problème, c'est qu'ils peuvent le faire indéfiniment. Mais vous savez ce que les Iraniens peuvent faire? Eux, ils peuvent en faire davantage, indéfiniment. Comme on l'a vu pendant ces 2 semaines de combat en juillet, oui, les Américains ont lancé beaucoup de sorties. Ils ont tiré une grande quantité de leurs munitions d'attaque à distance qu'il faudra des années pour reconstituer. Mais qu'ont-ils fait aux Iraniens? Quel effet ont-ils eu sur eux? Certainement aucun sur leur volonté politique. Ils n'ont fait que renforcer la volonté politique iranienne et convaincre les Iraniens qui n'avaient pas encore pris position qu'il n'y a pas de solution diplomatique ici. Nous devons simplement contrôler ce que nous pouvons contrôler et dissuader en permanence les Américains, les Israéliens et leurs alliés arabes. Et je pense que c'est ainsi que l'Iran doit avancer. Mais vous savez, si les Américains mettent en œuvre ce que nous pensons qu'ils vont mettre en œuvre, ils vont essayer de gérer la situation pour que la réponse iranienne reste toujours limitée ou sous le seuil ou dans le cadre de l'action que les Américains tentent de mener. Et je ne pense pas que les Iraniens feront cela. Encore une fois, ce que nous avons vu pendant ces 2 semaines de combat en juillet, c'est que les Iraniens ont repris là où ils s'étaient arrêtés. Ils ont continué à dégrader et à détruire les principales bases américaines dans le Golfe. Ils se sont vraiment concentrés sur le Koweït et Bahreïn, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les Koweïtiens et les Bahreïnis étaient les plus actifs dans leur soutien aux Américains. Mais aussi parce qu'il reste au Koweït et à Bahreïn des installations essentielles de commandement et de contrôle, ainsi que des radars et des moyens de communication. Les Iraniens les ont donc neutralisés. Ils ont repoussé les forces américaines plus à l'ouest, si bien que les Américains sont désormais essentiellement retranchés, soit en Jordanie, soit en Israël. Et puis, les Iraniens, comme on l'a vu, je dirais, durant la 2e semaine de ces 2 semaines de combat, se sont concentrés sur la Jordanie. Là où ces forces américaines sont regroupées, donc où les cibles sont plus faciles, ils les ont visées. Il n'y a donc aucune raison de penser que les Iraniens souffrent du manque de ressources, de la surextension ou des insuffisances que connaissent les Américains. Alors, si cela reprend dans des conditions similaires à ce qu'on a vu en juillet, qu'est-ce qui empêcherait les Iraniens de nous pousser vers une 3e semaine, voire une 4e semaine, tout en forçant les Américains à quitter la Jordanie? Pour aller où? Entièrement en Israël, en Grèce, à Chypre. C'est essentiellement ce qui se profile. Donc la stratégie américaine ici, si tant est qu'on puisse appeler ça une stratégie, enfin, quoi qu'ils fassent, leur problème c'est que les Iraniens peuvent en faire davantage. Mais vous savez, la volonté politique est telle aux États-Unis, à Washington, D.C.
Et c'est exaspérant, parce que les sondages d'opinion publique, Nima, sont tous très clairs là-dessus. Si Donald Trump se retire de cette affaire, il n'y a aucun coup politique. Il subit déjà un coup politique pour avoir déclenché cette guerre. C'est fait. C'est déjà intégré. Mais s'il se retire, il ne subira pas davantage de coups politiques. Il ne perdra pas davantage de capital politique en se retirant de cette affaire, du moins auprès du peuple américain. Mais il ne le fera pas. Washington DC reste engagé en faveur de la victoire ici. Et le président américain, une fois encore, son critère de réussite, c'est l'héritage qu'il se définit lui-même dans son propre esprit.